Quahiatonk et Hydro-Québec sont fiers de présenter ce balado hors série. Autoreprésentation, transmission et communauté, grand entretien avec Louis-Carl Picard-Sioui. Animé par Isabella Huberman, ce grand entretien a été enregistré devant public le 24 mai 2024 à l'Université de Sherbrooke. La discussion s'est déroulée dans le cadre du colloque Livres et imprimés autochtones au Québec, édition, réception, traduction, organisé par le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec et Quahiatonk. Le colloque a été réalisé en collaboration avec l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé et l'Observatoire de la traduction autochtone, avec le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cette causerie que j'ai le grand honneur d'animer avec Louis-Carl Picard-Sioui. Merci à vous d'être ici pour cette troisième journée du colloque. Et surtout, j'aimerais remercier Louis-Carl, Tiawink Louis-Carl, d'être ici. Et merci d'avoir partagé autant avec nous au cours des 3 derniers jours. Donc, comment on va fonctionner? Bon, on aura une 40aine de minutes de discussion et puis ensuite une 20aine de minutes pour vos questions. Donc, réfléchissez à vos questions. Je suis sûre qu'on en aura. Bon, je vais commencer avec la notice bio de Louis-Carl. Je suis certaine que la majorité d'entre vous connaissent très bien Louis-Carl, mais quand même. Alors, originaire de Wendake, Louis-Carl Picard-Sioui est écrivain, poète, performeur et commissaire en arts visuels. Historien et anthropologue de formation, il travaille depuis une 20aine d'années dans le domaine de la diffusion de la culture et de l'art autochtone. Il est cofondateur et directeur de Quahiatonk, le premier OBNL autochtone entièrement dédié à la promotion de la littérature des Premières Nations au Québec. Son premier ouvrage, un roman pour la jeunesse intitulé Yawendara et la forêt des têtes coupées, publié en 2005, a été finaliste pour le prix Ville de Québec, Salon international du livre de Québec en 2006 aussi pour la catégorie jeunesse. Depuis, il a publié de nombreux ouvrages, dont 4 recueils de poèmes, le mythe Wendat de la création, plusieurs catalogues, dont plusieurs catalogues d'expositions, de même que des nouvelles. Son travail fut récompensé de plusieurs distinctions, notamment le prix de l'ICQ en 2022, le prix Jean-Noël Pontbriand en 2020 et le prix Mérite de la Nation Huron-Wendat en 2011 pour la catégorie culture. Son dernier livre, le roman Éveil à Kichike, que j'ai ici, publié en 2022, a été finaliste à de nombreux prix littéraires, dont le prix Jacques Brossard en 2023, le prix de création littéraire 2023 du Salon international du livre de Québec et de la Ville de Québec et le prix des horizons imaginaires en 2023. Quoi, Louis-Carl? Quoi? J'aimerais commencer avec ton œuvre et avec ton écriture et avec surtout cette magnifique univers qu'est Kichike, cet univers merveilleux et weird et parfait qu'on trouve dans ces 2 romans de nouvelles. Moi, mon initiation à cet univers s'est faite en 2016 quand j'ai lu une première nouvelle intitulée Annibalo Godzilla contre le grand vide cosmique. Donc, c'est une nouvelle et j'avais pas compris qu'on allait entrer dans tout un cycle par la suite. Parce que cette nouvelle est publiée dans une anthologie intitulée Amon, dirigée par Michel Jean et qui regroupe plusieurs nouvelles d'écrivains autochtones. Et cette nouvelle m'a vraiment marquée parce que le récit ne nous offre pas de résolution facile, surtout à la fin. Et aussi parce que quand je regardais ce qui se faisait, ce qui existait parmi
les littératures autochtones francophones publiées au Québec en 2016, ça se démarquait pas mal. C'était quand même différent. Je ne sais pas si différent, c'est le bon mot, mais au niveau des thèmes, de la langue, la perspective d'un homme, quelqu'un du Sud, les références à la culture populaire. Et donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à créer cet univers qui est si unique? Ben, je pense, comme beaucoup de choses, ça arrive d'abord par inadvertance. Au début, ce projet-là, ben, je crois l'avoir dit souvent, mais c'était pas nécessairement prémédité. Au sens que moi, j'avais entendu quelques années auparavant Naomi Fontaine qui était venue, je ne sais pas si c'était au Salon du Livre des Premières Nations ou du moins une activité parallèle qui avait lieu à la librairie Anne-Norac, un concours d'écriture là, que Jean Sioui m'avait demandé d'être un des membres du jury. Puis Naomi était venue, elle nous avait lu ce qui deviendrait Quasipan déjà, tu sais. Puis j'ai comme tombé en amour avec cette écriture-là. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé Quasipan. Pour moi, c'est un grand livre, c'est un très, très grand livre. Qui n'est pas un roman, mais quand même. non, on blague avec la catégorisation, hein, des fois, les œuvres un peu hybrides chez les Premières Nations, que les éditeurs tentent de forcer pour des raisons de communication évidentes, là, dans des catégories parfois. Mais bref, tout ça pour dire que les brèves présentées par Naomi m'ont beaucoup, beaucoup marqué, d'une part par la beauté de la langue, par la poétique du texte, mais aussi par cette perspective-là, vraiment très proche, qu'elle nous donnait accès à sa communauté, hein, aux réserves du Nord. Donc, une perspective sans jugement, vous voyez, qui était très, très descriptif et dans lequel elle nous permettait au grand public, peu importe nos origines, de rentrer, de comprendre ce que c'était que demeurer, mettons, à cette île-là, une réserve Innu, d'un point de vue d'une jeune femme, surtout, hein? Et ça, pour moi, la puissance de ce œuvre-là m'a beaucoup inspiré. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au départ, une de mes motivations pour l'univers de Kitchike, c'était justement un peu de faire l'inverse, c'est-à-dire d'écrire les réalités du Sud, mais d'un point de vue masculin. T'sais. Donc, c'est quoi une communauté du Sud? Parce que... pour différentes raisons, dans l'imaginaire colonial, puis encore aujourd'hui, les réalités autochtones sont souvent confondues avec le Nord, alors que c'est complètement absurde. Aujourd'hui, comme il y a 10 000 ans, il y a toujours eu beaucoup plus d'Autochtones dans le Sud que dans le Nord. L'autochtonie, c'est une réalité du Sud, c'est pas une réalité du Nord au Québec. Hein? Donc, démographiquement, pour des raisons de climat, bien sûr, de géologie, des raisons naturelles, il y a toujours plus d'Autochtones dans le Sud. Donc, bref, en créant un univers, du moins, je voulais parler surtout des réalités des Autochtones du Sud, qui est la réalité de la majorité des Autochtones au bout du compte. Puis, comme je suis moi-même un homme, ben, je trouvais ça intéressant. Fait que ça a commencé comme ça, le projet, en réponse un peu à ce magnifique texte de Quasipan. Sauf que, ben, comme ceux qui l'ont lu le savent, ça devient rapidement autre chose parce que je suis pas Naomi. J'adore Naomi, j'ai un énorme respect pour Naomi, mais je ne suis pas Naomi. Et visiblement, mon cerveau ne m'a pas permis de réaliser ce type d'œuvre-là, mais on a d'autres choses que je pense qui peuvent être tout aussi intéressantes, mais dans une autre catégorie. Oui, et donc j'avais aussi entendu que tu as dit quelque part, donc entre les branches, que tu avais remarqué que la littérature autochtone francophone est à ce jour très polie, que cette littérature est le résultat d'un script de politesse qui est imposé, peut-être. Est-ce que tu imagines que ton œuvre essaie de complexifier cette vision, défaire cette vision? Ouais, je ne sais pas si j'utiliserais le terme poli, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a certains codes qui souvent, malheureusement, proviennent davantage des attentes d'exotisme d'un public colonial plutôt que vraiment des communautés elles-mêmes.
Je mettrais ça quand même, tu vois, je ne sais pas si c'est si poli que ça. Surtout dans Andata d'Eleanor Siwi, le premier recueil de poésie écrite en français, tu sais, par une femme autochtone au Canada. C'est pas très poli par bout, tu sais. Je veux dire, il y a des poèmes qui sont davantage guerriers, qui vont parler de certaines réalités. Tu dis, ouf, OK, tu sais, elle était game, la madame, en 1985, je pense. On en a parlé tantôt, je suis plus sûr, 84. Mais oui, je pense que cette danse-là, en fait, qui est très... en fait, je ne sais pas si c'est une politesse. Ce que j'ai remarqué, je dirais... Puis oui, je suis toujours un peu... je pense que je suis quelqu'un, en général, qui pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui... J'ai jamais... mon esprit ne vit que très peu de repos. Je vais le dire comme ça, je ne m'offre pas beaucoup de trêve. Et j'essaie de voir les angles morts, puis d'ouvrir des portes ou d'offrir d'autres choses. Tu sais, je trouve ça important pour faire réagir le milieu. Tu sais. Puis moi, j'ai réagi à Quispin, tu sais, comme je dis, qui est extraordinaire pour moi, puis ça a donné quelque chose d'autre. Tu sais. Mais aussi, ce que je dirais, c'est que souvent, en tout cas, puis encore là, c'est une généralisation là, qu'il faut faire attention. Ça peut être abusif, mais disons que de façon générale, dans les œuvres autochtones du Québec, pendant longtemps, c'était très... parler de la terre, des territoires. Il y avait quelque chose de très descriptif là, avec la forêt, tout ça, autant en poésie que, tu sais, dans d'autres types d'œuvres. Puis c'est drôlement important, tu sais, tout ça. Mais c'est pas... Le fait, c'est que dans le Sud, on demeure dans des réserves urbaines, tu sais, ou rurales, là, tu sais, mettons, ou semi-urbaines dans certains cas. Donc, que nos préoccupations ne sont pas seulement par rapport à la forêt, tu sais, puis qu'il y a des conflits de clôture, puis qu'il y a des conflits de toutes sortes de religieux, tu sais, puis donc il y a toutes sortes de conflits politiques, beaucoup aussi, puis je trouvais qu'on n'en parlait pas dans... En fait, c'est ça. Puis moi, je voulais offrir un miroir aux communautés du Sud pour qu'elles se reconnaissent, tu sais, pour que les gens puissent rire d'eux aussi, parce que c'est une satire. Et ça, c'est le deuxième angle, je te dirais, qui est important pour moi. C'est que si j'ai... Puis encore là, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est que dans la littérature autochtone francophone, malheureusement, je trouve qu'elle est beaucoup trop sérieuse par rapport aux personnalités autochtones. C'est-à-dire que les gens des communautés sont des gens qui rient tout le temps pour un tout et pour un rien. Ça s'agace beaucoup. Donc, et pourtant, ça ne paraît que très peu quand on lit la littérature autochtone publiée au Québec. Ça ne paraît que très peu. Bon, oui, Jean Siwi il pince sans rire dans plusieurs poèmes, tu sais, je veux dire, des fois, les gens ne catchent pas que c'est de l'humour, moi, je le sais, là, tu sais, mais... Puis plusieurs le savent, mais des fois, t'es pas sûr... C'est supposé être drôle, ben oui, là, il parle de la greffe des castors, Jean, là, tu sais, oui, c'est drôle, c'est une blague. Fait que, des fois, les gens ont peut-être tendance à mystifier des choses qui sont juste, tu sais, comme, ben non, là, c'est une blague, là. Alors oui, l'humour, pour moi, est important. Ça, je voulais que les gens se reconnaissent. Et si tu veux que les gens se reconnaissent, tu peux pas faire quelque chose sans humour, là, tu sais, je veux dire, voilà, ouais. Mais justement, cet univers de Kitchike, c'est rempli de blagues et de tours que les personnages jouent. Et on remarque que tu utilises l'humour pour faire une satire, absolument, et pour montrer la vérité. Mais aussi, on a l'impression que c'est tout simplement pour faire une bonne blague et pour s'amuser, pour le plaisir. Est-ce qu'il y a une partie de ça dans comment tu vois le rôle de l'humour? Oui, bien, les deux. C'est-à-dire, tu as raison. Parfois, l'humour sert à faire réfléchir puis à dire des choses. Mes personnages disent parfois des choses effroyables, là, tu sais, puis, mais bon, avec une bonne dose d'humour, puis souvent, ça leur retombe sur la tête. Ils méritent bien. Mais parfois, c'est juste des bonnes blagues. Puis parfois, ben moi, écoute, c'est très solitaire écrire, hein, je veux dire. Vous savez, là, que ce soit de la création ou que ce soit au niveau académique, souvent, on est tout seul devant notre ordi, dans nos recherches, dans nos histoires. Puis ça peut devenir très solitaire. Puis moi, ben, je suis un bon public. Puis j'aime ça me faire rire. Fait que le premier public, c'est moi, là. Tu sais, j'ai besoin d'avoir du fun avec mes personnages à un certain moment parce que sinon, je m'emmerde, je crois. J'ai besoin de rire. Ça me fait du bien. Puis là, je relis mes blagues. Puis là, j'envoie ça à mon éditrice. Puis là, tu trouvais drôle, celle-là? Ah oui,
Mais bon, souvent, je me trouve plus drôle que les autres, mais ça me dérange pas. Tu sais, comme je te dis, je suis mon premier public. Il faut que ça me fasse du bien à moi. Puis en même temps, je cible différents publics. C'est sûr que je fais des clins d'œil à des choses que personne ne va comprendre, tu sais. Puis là, j'ai toujours comme fantasme de me dire que dans 100 ans, quelqu'un va relire ça puis va finalement comprendre ma référence au castor qui faisait de gros efforts dans Éveil à Kitchike, tu sais, alors que tout le monde à Wendake l'a compris à première lecture. Mais comme il y a probablement juste 5 personnes et 3/4 qui l'ont lu à Wendake, je sais que mon réseau qui a compris la blague est très, très limité. C'est une référence à une vieille chanson de François Vincent, là, qui était un chanteur de chez nous, là, qui était un guide, ou pas un guide, mais une espèce de mentor. Moi, quand j'ai commencé à travailler au Centre culturel de Wendake, il était là déjà, François, fait que j'ai eu le privilège de travailler avec quelques années. Puis il y avait une vieille chanson, c'est quoi? Amis de rencontre? Non. En tout cas. Il dit qu'il a rencontré des castors qui faisaient de grands efforts. C'était une rime facile, ça. C'était pas très cherché comme chanson. Mais moi, il a voulu que je le mette, tu sais, parce que c'est ça, quelqu'un qui le lit. Je dis, voyons, de quoi il parle? Ben non. Voilà. Fait qu'il y a beaucoup de petits trucs cachés de même que j'aime mettre. Ouais. Justement, par rapport à ces trucs cachés que tu sèmes partout dans ton œuvre, on pourrait peut-être parler du rôle du trickster. Mm-hmm. Est-ce que, donc le trickster, comme je pense à la définition de Gerald Weisner, qui dit que c'est le personnage qui va tromper les gens de l'extérieur en leur montrant ce qu'ils veulent voir, mais tout en gardant une partie du récit, en protégeant une partie du récit peut-être. Si toi, tu étais une critique littéraire, si toi, tu faisais une analyse littéraire de ton œuvre, est-ce que la figure du trickster, est-ce que ça serait une piste d'analyse intéressante pour toi d'explorer dans une analyse de ta propre œuvre? Ouais. C'est mon projet de doctorat, en fait, okay. Mais en recherche-création. Ouais. Parle-nous de ton projet. Ouais. Là, en même temps, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que, tu sais, je veux pas divulgacher rien, là, parce que, tu sais, l'univers de Kitchike, pour moi, c'est un cycle de création dans lequel je me suis investi beaucoup, que je continue à m'investir, qui devient de plus en plus lourd, parce qu'à un moment donné, hein, c'est comme autant que ça peut être super stimulant quand tu crées un univers, autant qu'à un moment donné, tu as comme hâte de passer à d'autres choses. Parce que, disons-le, il y a certains personnages qui sont très douloureux à habiter ou à accueillir, je devrais dire, dans mon esprit, à faire vivre. Hein. Puis ça à un certain moment, même, je me rappelle quand j'écrivais Chronique, là, j'écrivais Zombie, puis je me sentais sale après. J'allais m'occuper de mon bébé, puis je me disais, je me sentais pas digne. Il y a des trucs, tu sais, quand ça t'habite pendant longtemps, puis tu retournes, puis bon, même chose dans Éveil avec le banquier, là, tu sais, qui est assez... voilà. Qui est assez tordu. Par rapport à la question, parce que là, tu vois que je l'évite de toutes sortes de façons en parlant de plein de choses très, très intéressantes, mais en évitant soigneusement de répondre à la question du trickster. Comme le suggère Weisner, d'ailleurs. Ouais. Je dirais seulement ceci. Il est là. Je veux dire, si vous avez lu Éveil à Kitchike, vous devez le savoir. Il est là. Il est planté dès le premier des chroniques. Pour moi, il y a un trickster à l'intérieur de Kitchike qui est blasé, en fait. C'est ça que je trouve très drôle, c'est d'avoir un dieu blasé qui veut passer à d'autres choses, qui a d'autres objectifs dans la vie que de continuer d'un trickster. Et qui, à quelque part, se rend compte qu'il y a un petit fin finot des sphères supérieures qui joue avec eux, c'est-à-dire un autre trickster, mais un trickster créateur qui était à l'extérieur de leur univers, aussi connu sous le nom de moi. Fait que c'est cette relation-là qui m'intéresse, dans le fond. Entre l'auteur et ses personnages? Oui, je te dirais, tu sais, au Canada, surtout en art visuel, je sais que ça vient de Weisner. Là, en fait, je l'ai appris plus tard. Moi, j'ai eu accès à... disons, aux théories de l'herméneutique du trickster via les arts visuels, non pas via la littérature. J'ai su juste très récemment, en fait, que ça vient, que le fameux trickster shift
au niveau de l'art autochtone canadien est venu lors d'une conférence que Weisner avait donnée, je pense, à la Galerie nationale à Ottawa, puis que par rapport à la littérature, et que là, le shift s'est fait, la contamination de l'herméneutique du trickster s'est fait de la littérature vers les arts visuels. Puis honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'ai appris récemment, là, il y a quelques années, via Guy Sioui-Durand, qui était partout, puis qui était là, cette fois-là, à la Galerie nationale pour cette réunion-là. Et qui se présente comme un trickster aussi. Oui, Guy, bien sûr. Et bref, moi, j'ai connu, disons, j'ai eu cette réflexion-là par rapport aux arts visuels, d'abord, en étudiant le trickster shift, c'est-à-dire le passage de la représentation de la figure mythique du trickster dans l'œuvre. Donc, le fameux shift, donc, le mouvement s'est fait de la figure vers l'incarnation du trickster par le créateur, donc qui crée en étant trickster. Et ça, moi, ça m'a beaucoup inspiré, même en art visuel, cette figure-là du trickster shift. C'est ce qui m'a inspiré, l'approche pour la loi sur les Indiens revisités, entre autres, qu'on a produit en 2009 au Musée Rwanda, qui a voyagé dans les communautés, qui a été au McCord maintenant, au musée McCord, en 2011. Puis, si on veut revenir à la littérature, ma réflexion présentement, c'est qui m'aide aux études doctorales aussi, c'est en quoi le travail que je fais dans l'univers de Kichike est différent, tout en s'inspirant de ça. C'est-à-dire que c'est plus seulement une question d'un trickster shift, du passage du trickster à l'intérieur de l'œuvre vers l'incarnation de l'artiste, de l'action en tant que trickster, mais un dédoublement de la figure du trickster. Parce que dans Kichike, il y a à la fois moi qui provoque des événements, qui joue avec différents niveaux de langage, différents thèmes, différents niveaux de référence en écrivant, mais aussi le personnage de trickster et même maintenant 2 personnages de trickster à l'intérieur de l'œuvre. Donc, plusieurs de ces personnages sont conscients qu'ils sont des personnages dans une œuvre littéraire. Oui. Il y a quelque chose de méta là-dedans. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup aussi, c'est-à-dire les frontières poreuses entre les univers, donc entre l'univers, disons qu'on pourrait dire réel, avec des guillemets radiophoniques ou autrement, et les univers fictionnels, et comment on peut passer, tout ce qu'il y a de les univers transmédiatiques m'intéressent beaucoup, mais aussi notre vie réelle aujourd'hui au 21e siècle en tant qu'humain. On vit tous dans des univers, on vit chacun dans nos univers et c'est ça en fait qui est fascinant et terriblement terrifiant quand on y pense. Parce qu'avec les chambres d'écho et sur les médias sociaux, tout ça, on a chacun nos histoires, notre version du réel et si on regarde dans les médias, oui, les médias sociaux, mais même on fait juste regarder chez nos voisins du Sud à quel point les chaînes de télévision, par exemple, sont très braquées à droite, à gauche. Puis il n'y a plus de lien, en fait. Parfois, chacun vit dans ses univers. Donc ça m'intéresse. Comment on passe d'un univers à l'autre par rapport à la vie, à la mort, par rapport à différents... ce que j'appelle les sphères de conscience là-dedans, dans Kichike. C'est une expérience de l'esprit, Kichike, pour moi. Vraiment. Il y a une recherche au sens plus scientifique de la chose. Il y a des prémices de base que j'établis et que je fais évoluer mes personnages à l'intérieur de ça. Pour moi, ça, c'est ce qui motive à écrire. Après, il faut aussi que je rende ça intéressant pour le public. Parce que sinon, il y a peut-être juste moi qui s'intéresse. J'ai eu cette conversation-là récemment avec différents créateurs, puis c'est un peu plate, je trouve. Je suis rendu à un stade que le concept m'intéresse plus que le fait d'écrire. Il faut que quelqu'un d'autre fasse l'écriture. Je sais pas. Non, il faut que je l'écrive quand même, mais qu'est-ce qui est... J'ai besoin de partager, mais tu sais, je veux dire, c'est quand j'ai une nouvelle idée que OK, là, j'embarque, je suis full stimulé, mais comme je te dis, le concept m'intéresse plus que le fait d'écrire parfois. Malheureusement, le fait d'écrire est beaucoup plus chronophage que l'idée. Ouais. Oui, mais ce qui est si intéressant dans Kichike, c'est justement cette frontière vraiment poreuse entre le monde réel tel qu'on le connaît et
quelque chose de plus surnaturel. Il y a plusieurs réalités qui existent en même temps et plusieurs temporalités aussi qui existent en même temps. Et vu que dans notre colloque et dans la majorité de nos disciplines académiques, on parle en fonction d'un ordre chronologique, linéaire, mais toi, tu fais complètement l'inverse. Dans Kichike, tu nous montres que le temps, ça peut se raconter de plein de façons. Oui, ça peut se raconter de plein de façons. Ça peut être presque aléatoire. Ça peut s'étirer, ça peut se raccourcir. Donc, c'est une question de rythme. Puis de construction, de reconstruction de la réalité. Si on revient, par exemple, à Hannibal Godzilla contre le grand vide cosmique que tu notais tout à l'heure dans Amun, j'avais pour ce nouvelle-là l'idée, justement, d'avoir une série de souvenirs qui étaient plus liés à la façon dont l'humain expérience lui-même ses souvenirs. Hein? Donc, quand on se remémore des choses, c'est rarement de façon linéaire, en fait. Souvent, ça va être une odeur, ça va être quelque chose, un paysage, un bruit qui va nous ramener à quelque part. Puis là, on fonctionne par allégorie, hein? Donc, notre cerveau, puis là, tu penses à telle chose, ça fait penser à ce qui s'est passé avec ma maman à tel âge. Puis là, ça me fait penser à une couleur qui me... Donc, on saute comme ça vraiment dans notre tête. Notre cerveau ne fonctionne pas de façon linéaire, tu sais. Donc, mais beaucoup par affect. Et donc, c'est un peu ça aussi, ce type de temps-là que je voulais explorer dans Hannibal Godzilla contre le grand vide cosmique pour découvrir à la fin, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui ne l'ont pas lu puis qui ne veulent pas le savoir, mais que justement, avec le personnage, en fait, c'est l'ensemble de ses souvenirs il est en train de mourir. C'est une personne qui s'est suicidée, en fait. Tu sais, Charles-Paul Falardeau qui se suicide et qui, là, tu vois, c'est tous ses souvenirs, dans le fond, qui fracassent son esprit un après l'autre là, lors de son dernier moment de vie. Et c'est ça que tu viens de lire, tu sais. Donc, cette chute-là, moi, je trouvais aussi, tu sais, dire, OK, on va révéler quand même à la fin. Pourquoi? Parce qu'au départ, ça semble être un journal intime, à la limite, tu sais. Même si un bon lecteur qui lit, disons, de façon un peu plus critique et non pas de façon de se laisser bercer par le texte, on va bien comprendre ça peut pas être un journal intime parce qu'il y a une contamination entre les époques. Il y a des choses qu'il va dire qu'il est enfant, mais qu'il ne peut pas avoir écrit quand il est enfant. Là. C'est impossible. La manière dont c'est écrit, tu vois que... quand est-ce qu'il écrit ça? Tu sais, c'est comme... Mais il ne l'a pas écrit, en fait. C'est des souvenirs qui lui reviennent à un certain moment, alors qu'il est adulte. Donc, il y a à la fois un souvenir d'enfance, mais une vue d'adulte sur le dit souvenir, tu sais, qui se confondent parfois. Puis ça, je savais déjà où je m'en allais, mais je voulais dire quand même, pour moi, c'est important, tu sais, de donner certaines clés au lecteur, tu sais. Parce que moi-même, j'étais un lecteur assez difficile, tu sais, genre à essayer de trouver des trous dans les scénarios, genre de trucs-là. En fait, je veux pas les voir, malheureusement, mon cerveau souvent les voit, puis après ça, je suis frustré parce que ça m'empêche d'apprécier l'œuvre autant que je voudrais l'aimer parfois. Fait que j'essaie, en tant qu'écrivain, de ne pas faire la même chose. Puis d'être raccord. Oui, mais justement, par rapport au genre littéraire, tu parlais de l'aspect transmédiatique qui t'intéresse beaucoup. Et donc, Kichike, ça existe dans ce format de roman à nouvelle, mais aussi dans la pièce de théâtre, L'Enclos de Wabush. Et si j'ai compris, tu envisages d'autres pistes pour explorer cet univers. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse justement dans la relation entre ces différentes disciplines, à la fois littéraires, mais aussi artistiques, à l'extérieur du livre comme objet? Ben, écoute, je suis quelqu'un qui aime s'essayer des nouvelles choses. Je me lasse très, très facilement. J'ai peur de me répéter. Puis quand tu changes de discipline ou de genre littéraire, ben, tu as moins l'impression de te répéter, même si tu te répètes toujours un peu, là, disons-le. Hein? C'est rare les écrivains qui ont... On a tous des tocs, des thèmes préférés qui reviennent même des fois quand on veut pas, là.
même quand on ne voudrait pas, mais en utilisant des médiums différents, ça me permet vraiment d'expérimenter avec une nouvelle vision, peut-être, quelque chose de neuf. Pour la pièce de théâtre, L'Enclos d'Ouabouche, c'était particulier parce que dès le départ, je savais pour moi que je voulais faire un diptyque transmédiatique. Je voulais vraiment que... L'idée, c'est un peu de subvertir les attentes puis de subvertir les genres. Ça, subvertir les attentes, c'est pas... Bon, l'herméneutique du trickster aussi, là, ça vient avec. Puis c'est l'approche que j'ai choisie pour cet univers-là. Mais au-delà de ça, je te dirais que il y a l'idée de subvertir les genres. Comme dans Chronique de Kitschké, ben, c'est présenté comme un recueil de nouvelles, tu sais. Puis je pense qu'au départ, du moins, ça semble avoir surpris beaucoup les gens, tu sais, qu'à un moment donné, oh, non, là, tout s'emboîte, puis finalement, ben, c'était peut-être un roman choral, mais on ne nous l'a juste pas dit, tu sais. Donc ça, je trouvais ça intéressant de jouer avec cette forme-là, tu sais. Ensuite, même dans Chronique de Kitschké, j'aime ça jouer aussi sur justement comment on construit un univers. Tu sais, moi, j'ai finalement, de façon rétroactive, j'ai recherché mon premier livre, j'ai un livre jeunesse, pour l'incorporer dans Chronique de Kitschké, dans le même univers. Tu sais, donc, de façon rétroactive, j'ai réinscrit un livre qui datait de plus de 10 ans auparavant, puis je l'ai inscrit dans cet univers-là. Dans Éveil, ben, c'est un roman. Je voulais que ça soit présenté comme un roman, à des fins purement de communication et probablement mercantile. L'éditeur a marqué roman par nouvelle en arrière. Puis c'est correct parce que c'est ça aussi, tu sais. Parce que les nouvelles, c'est très bon pour les cégeps, ça a l'air. Les cégeps aiment bien ça, des nouvelles. mais c'est correct, c'est leur job. Moi, c'est pas la mienne, vous comprenez. Mais pour moi, c'est un roman choral. Et puis, mais c'était pas assez pour moi d'aller là. Je voulais encore amener quelque chose de nouveau au niveau de la forme, au niveau de cette fameuse frontière poreuse. Et j'avais cette ambition-là. J'avais été approché déjà par Dave Jenis des productions Ondinoc à Montréal. Je connais depuis des années. Moi, Dave, il a joué dans certaines de mes pièces il y a très, très longtemps, qu'on faisait à Wendake et tout ça, de certaines productions avec Marjolaine McKenzie. Puis... mais ça faisait un bout de temps que Dave voulait travailler avec moi, je pense, puis qu'on regardait des choses, des projets, puis ça donnait jamais. Même quand Chronique était sorti, il voulait comme l'adapter, mais Anne Hénorac avait déjà engagé Jocelyn Sioui pour produire une adaptation littéraire là, qui est devenue Bienvenue à Kitschké, avec des marionnettes, tout ça, un show littéraire vraiment, vraiment trippant. Moi, j'ai adoré faire ça avec Jocelyn. Fait que là, il dit, ben non, mais là, il y a déjà eu de quoi, on va pas faire un autre show, on va pas faire un show de théâtre s'il y a déjà un show littéraire avec ça. Fait que là, le temps passé, puis il était revenu me voir, puis je dis, mais non, moi, je veux pas adapter quelque chose, Dave. Je veux faire une nouvelle histoire dans l'univers de Kitschké, c'est tout, tu sais. Puis en jasant avec, il dit, OK, il est embarqué, puis bon, moi, ils me connaissent, là, ça prend... J'ai besoin de carte blanche, là, quand il y a trop de... Il fallait que ça s'inscrive dans la lignée du méta-récit de Kitschké, de ce cycle-là, de ce que j'ai à dire. Il fallait que la trame narrative soit raccord. Puis c'est à peu près la seule. Tu sais, dans l'adaptation, moi, j'ai écrit le texte de L'Enclos, mais j'ai pas touché à la mise en scène. Ils m'ont posé quelques questions, les gars, là, Dave et Daniel Brière, qui étaient à la mise en scène, conjointement. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, mais moi, une fois que le texte était écrit, je voulais pas toucher à la mise en scène. Un, parce que je suis control freak, là, puis ça n'aurait pas marché, puis c'était pas ma place de. Deux, je trouvais ça vraiment intéressant. Moi, c'est comme je te dis, je me sens souvent tout seul avec mes bonhommes à jouer, tu sais, dans mon bac de sable, là. Puis non, j'ai toujours joué au bonhomme. J'ai fait des garçons juste pour jouer au bonhomme avec eux. Bon, ça aurait été des filles, j'aurais joué au bonhomme avec quand même, mais ça donne j'ai 2 gars. Fait que pour jouer au bonhomme... puis là, je leur repassais mes bonhommes puis mon carré de sable. C'est correct tant que c'est raccord. Je vous laisse la mise en scène. Épatez-moi, les gars. Jouer avec mes jouets. Puis, par contre, je voulais que ça soit raccord avec Éveil, parce que dès le départ, il y avait cette volonté-là. Là, je reviens à ta question, là, après m'être perdu pendant 3 parenthèses et 2 quarts. Soit une moitié, si tu me suis. Mais bon, je comprends, on n'est pas en mathématiques, on est en littérature. Une fois cela dit, l'idée, c'est vraiment faire un diptyque transmédiatique, d'avoir les histoires qui se croisent dedans, mais que tu puisses les lire indépendamment et que ça ait du sens. En fait, de la même façon qu'à l'intérieur de Chronique de Kitschké, tu pouvais lire, tu peux toujours lire chacune des nouvelles de façon indépendante,
Sauf, évidemment, la grande débarque, là, où tout le monde se rencontre. Donc, c'est peut-être plus difficile de suivre à ce moment-là si tu n'as pas lu les autres. Mais même à ça, je pense que c'est possible. Mais là, je voulais faire la même chose, d'avoir Éveil à Kitchike, l'enclos Wabush, que tu peux lire de façon, ou expérimenter au théâtre, de façon totalement indépendante, mais que si tu avais les deux, ben là, tu voyais un big picture. Tu sais que tu avais quelque chose de plus grand que la somme des deux. Donc, c'était vraiment ça mon ambition, encore là, au niveau de la forme. Puis je pense l'avoir bien réussi. Évidemment, le théâtre étant ce qu'il est, bon, c'est pas tout le monde qui a eu le plaisir ou l'opportunité de descendre à Montréal, en région éloignée, pour aller voir un show de théâtre. Mais je pense que les gens qui l'ont vu à Montréal, en tout cas, j'espère qu'ils ont lu le livre après, parce qu'il y a vraiment... Je pense que c'est... Moi, je suis assez content de ce que ça donne comme résultat. Bon, bien sûr, il y a toujours des choses à préciser. En fait, s'il y a une affaire qui me rend vraiment malheureux dans tout ça, il y a une chose que je ne suis pas satisfait. Mais ça, je l'ai dit à l'éditeur, puis c'est une erreur de frappe vraiment tannante. Ça va être corrigé, là, ça. C'est pas très, très grave. Ça arrive, oui, ça arrive tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas un livre qui n'a pas une erreur de frappe à quelque part, là. On s'entend, là. Puis t'as beau travailler, puis il travaille très, très bien. Là. C'est pas une critique de l'éditeur, c'est juste arrivé comme ça. C'est que, tu vois, il y a, à la page 260, il y a un chiffre qui n'existe pas. Je le redis, je comprends qu'on est des littéraires, pas des mathématiciens, mais quand même, fin du cycle, numéro 14, espace 5069, ça se peut pas. Là. C'est supposé être vraiment 145 069, le chiffre. Et si vous avez vu l'enclos de Wabush, ben, sachez qu'à la fin, quand il dit on repart, on est de quel numéro? Il dit littéralement 145 068. Donc, ça, c'est le dernier cycle après que... Et l'idée, c'était vraiment que Wabush, dans le livre, est enfermé dans un univers psychomimétique pour le calmer, parce qu'il est en train de faire dérailler l'univers, en fait. Il risque de provoquer des remous cosmiques. Le trickster l'enferme dans une dimension psychomimétique. Et l'idée, c'est comme on enferme le personnage dans le livre, dans une autre... Dans l'intérieur du livre, on dit que le trickster le met dans une dimension autre. Et cette dimension haute-là, elle apparaît sur le théâtre, sur une scène de théâtre. Donc, il y a vraiment ce passage-là entre les différents univers, tu sais. Et ensuite, il retourne dans le livre, tu sais. Puis ça, je suis vraiment heureux, parce qu'au départ, ça devait être avant la pandémie. C'est comme, on dirait qu'on n'avait pas planifié la pandémie. Mais, puis après ça, avec la pandémie, je dis, ah non, là j'étais comme plus capable d'écrire les deux projets pour que ça sorte en même temps. Le théâtre a été diffusé sur le web, d'abord été filmé, puis là, le livre n'était pas terminé. Mais heureusement, les as se sont alignés, puis genre à l'automne 2022, le livre est sorti en septembre, puis en octobre 2022, ça montait ses planches à Montréal. Donc, c'est vraiment, les as sont, tu sais, comme... Ça devait être ça au départ, là, la pandémie est venue tout mêler, puis on était capable de le sortir en même temps. Puis ça, pour moi, j'étais vraiment très heureux de ça. Mais par rapport au brouillage donc, des réalités et des genres littéraires et artistiques, j'aimerais faire un pont avec tes recueils de poésie et ton travail comme poète, puisque dans Les visages de la terre et de la paix en jachère, tu as illustré toi-même ces recueils. Et donc, on voit les illustrations de Louis Carle qui sont entre ces poèmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de pourquoi c'était important pour toi? Qu'est-ce que tu voulais apporter à ces recueils de poésie avec ces illustrations que toi, tu as fait toi-même? Oui, mais je pense comme la grande majorité des gens, hein, le dessin vient avant l'écriture, normalement, quand on est enfant. Hein, on gribouille. Puis pour moi, le dessin demeure quelque chose d'extrêmement important. Pour différentes raisons, j'ai toujours dessiné, tu sais, oui, comme un enfant, mais puis même dans mes moments où je me sentais seul ou dans les moments, les épreuves, ça a toujours été pour moi un exutoire, d'une part, le dessin. Même quand j'ai vécu des deuils, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup. C'est une façon de me débarrasser, de ne pas penser aussi.
ou de me concentrer. Même à l'école, mettons, je me rappelle quand j'étais en première année au primaire, là, la sœur supérieure, l'école et ma mère, pour dire que je dérangeais tout le monde. Puis, mais je réussissais bien à l'école, c'est ça le problème. Fait que tu avais beau dire, tu sais, tu ne peux pas dire, mais là, tu réussirais bien si tu te concentrais. Là, c'était comme, mais, tu réussis bien, mais tu empêches les autres de réussir. Il dit ça à un enfant de 6 ans, lui, comme s'il y en a. Tu t'en fous à 6 ans là, de se faire dire ça. Fait que ma mère, rapidement, avait dit... Puis là, il dit, ben, il dessine des fois. Ben, il dérange-tu quand il dessine? Non, ben, laissez-le dessiner, tu sais. Fait que très tôt, à l'école, je dessinais, tu sais. Même pendant tous mes cours, je dessinais. Mais au secondaire, je veux dire, au doctorat, je dessine encore pendant mes cours, là. Je veux dire, même qu'au travail, mettons, quand on est en réunion, tout ça, là. C'est la seule façon que j'ai pour me concentrer, en fait, pour pas me perdre dans mes pensées. Ça l'aide à focusser mes pensées. À la fois focusser sur les autres si on est en cours, par exemple, mais aussi focusser sur moi-même, c'est-à-dire, j'ai syndrome de la tourette, là, je m'en cache pas, je ne l'ai jamais caché. Ça paraît beaucoup moins aujourd'hui parce qu'en vieillissant, il y a pratiquement plus de tics, ou très, très peu. Par contre, il demeure des troubles concomitants, là, dont des déficit d'attention et des pensées envahissantes. Donc, ça m'aide des fois, quand je n'ai trop en tête, ça m'aide le fait de dessiner m'aide à faire le vide, en fait. C'est une façon que j'ai trouvée, tu sais. Donc, le dessin est extrêmement important pour moi, même si je ne suis pas un grand dessinateur, dans le sens que, tu sais, j'ai jamais développé de technique ou j'ai jamais pris de cours d'art à part secondaire, là, ou les arts plastiques là, de base. Mais c'est quelque chose que je fais vraiment de façon pratiquement thérapeutique, j'ai le goût de dire. Je m'auto-médicamente par le dessin. Puis, et donc, je trouvais ça intéressant dans ces recueils-là. C'est ça, c'est les 2 recueils qui forment pratiquement un diptyque chez Anne Norac. Donc, le premier est un recueil guerrier de la paix en jachère, où, évidemment, c'est un certain type de sentiment, et l'autre, Les visages de la terre, qui est à la fois, qui est à propos du legs, en fait. Donc, suite au décès de ma grand-mère, où je réfléchis à ce qu'elle m'a légué, mais aussi est-ce que je veux léguer à mes fils? Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'était... Je ressentais le besoin, face à ces thématiques-là, de le présenter de différentes façons, mais aussi par le dessin. Ouais. Et c'est des dessins faits à la même que j'ancre à la suite et qu'ensuite je corrige ou je cherche le mot, là, je retravaille, disons, en informatique par la suite. Là. Ouais. Mais c'est aussi l'effet qu'on a comme, en tant que personne qui lit les poèmes. C'est aussi très méditatif d'alterner entre les poèmes et les dessins. C'est donc l'effet thérapeutique de toi comme la personne qui fait les dessins, mais aussi de ceux et celles qui reçoivent les dessins. Donc, c'est comme une relation partagée, peut-être. Mais... ça serait peut-être le moment de le tourner vers vous. Je suis consciente du temps qui passe. Donc, oui, je vois déjà, au fond, plusieurs questions. OK, vous m'excuserez si c'est une question qui a déjà été posée à travers le colloque, parce que j'ai malheureusement manqué les 2 derniers jours. Mais ça m'a beaucoup intéressé, les premières questions que vous aviez posées. Puis, je me questionnais par rapport à l'horizon d'attente. Là, j'implique les notions que j'ai apprises pour essayer d'exprimer le mieux mes propos, là. Mais qu'on a quand on est... l'horizon d'attente qu'on a en tant que futur lecteur lorsqu'on est face à une œuvre de littérature autochtone ou une œuvre qui a été écrite par un auteur ou une autrice autochtone. Puis, j'ai l'impression, pour ma part, que souvent, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, là, j'ai l'attente à travers la lecture d'une œuvre, de recevoir une forme de sagesse ou de lire une certaine forme de sagesse. Puis là, je pense que vous parliez un peu du fait d'utiliser l'humour ou d'autres... bref, de peut-être s'écarter un peu de l'idée qu'on se fait qui est peut-être fautive de la culture, des cultures autochtones qui sont comme une forme de sagesse pour les cultures occidentales. Je me demandais, est-ce que selon vous, c'est problématique qu'on ait une forme d'horizon d'attente par rapport aux œuvres autochtones ou aux œuvres de littérature autochtone? Je ne sais pas si c'est problématique. Je pense que c'est humain, c'est normal. Tu sais, peu importe le livre, peu importe l'œuvre que
voulez lire, vous l'expérimentez. On a tous et toutes des attentes. Le problème, je pense, plus au niveau de la réception, c'est au niveau de l'ouverture. Est-ce que tu es déçu si le livre ne répond pas à tes attentes? Et si tu l'es, bien là, c'est face à toi-même le problème. T'sais. C'est-à-dire que tu ne peux pas exiger. Souvent, ça, on voit ça de plus en plus. Puis je parle pas seulement de la littérature. Je parle pas de littérature autochtone. Je parle peu importe les littératures, les séries télé. Ah, là, ça finit mal. J'ai mis tant de temps là-dedans. Comme si les auteurs te devaient quelque chose, tu sais. Parce qu'en tant que public, on s'approprie ça, tu sais, parce qu'on a investi du temps, on investit de l'énergie, puis dans un univers qui calcule tout ça, parce que le temps, c'est de l'argent, parce que là, avoir su, j'aurais écouté une autre série ou... Bon. Alors, je pense que c'est correct d'avoir des attentes. Je pense que c'est humain. Après ça, c'est encore plus important d'entrer en dialogue avec l'auteur via le texte, puis d'être capable d'avoir l'ouverture nécessaire pour apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est. Après, il y a d'autres enjeux qui sont les enjeux véritablement aussi de vente. Et là, c'est les éditeurs, les distributeurs qui rentrent en jeu, comment ils font le marketing des œuvres, dans quoi ils les classent et ça. Mais en tant qu'auteur, on n'a souvent aucun pouvoir là-dessus aussi. Fait que des fois, les gens peuvent être déçus. Mais les gens peuvent être déçus parce que c'est peut-être la faute de l'éditeur, tu sais, ou c'est... Moi, j'essaie d'être authentique de ce que je suis puis de ce que j'ai goût de parler. Après, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Je pense qu'en général, les gens... C'est drôle, pour Éveil à Kitchike, il était finaliste à plein de prix, puis je regarde des critiques, là, il y a des gens qui ont adoré ça, puis il y a plein de gens qui ont détesté ça. Mais pourquoi ils ont détesté ça? Ça ne répondait pas à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs attentes d'exotisme. C'est clairement ça. Il n'y a pas de tipi, puis il n'y a pas de totem. Je m'excuse. Il n'y a aucune civilisation au monde qui a à la fois un tipi et un totem. Là, c'est deux choses différentes. Là, relisez Peter Pan là, en 1904. C'était très, très populaire comme pièce de théâtre. Là, mais c'est ça. Là, on est dans le fantasme occidental. On est dans l'orientalisme. Alors, évidemment, moi, ça m'intéresse pour le subvertir. Vous voyez? Parce que chez nous, on a survécu au 20e siècle grâce à l'artisanat cheap, en vendant. Les gens étaient très pauvres, on était chassés du bois à la fin du 19e siècle, début du 20e. Pour survivre, les gens devaient répondre aux besoins d'exotisme des touristes canadiens et internationaux qui venaient à sa réserve. Ou en passant, en prenant le train, tu sais, puis en leur vendant des tipis, puis toutes sortes de choses qui ne nous représentaient pas pantoute, par leur faisant des danses de l'Ouest avec des plumes bleu, blanc, rouge. C'est tragique, mais j'en parle, tu sais, dans Kitchike, mais j'en parle de façon humoristique, j'en ris, il faut en rire. C'est un exutoire de cette période sombre, tu sais, culturellement pauvre, mais en même temps pauvre parce que pauvre économiquement, alors que quelques décennies auparavant, les gens chez nous, quand ils avaient accès au territoire, étaient très riches, en fait. Ils passaient de l'argent... certains les ont appelés les banquiers de Lorette. Ils passaient l'argent aux manufactures, tu sais, des Canadiens, là, de l'autre bord de la rivière, à Loretteville et tout ça. Tu sais, donc, pour moi, il y a un côté qui j'exorcise nos démons historiques dans ma petite tête. Je suis pas sûr que je réponds à ta question, mais bref, l'idée, c'est que oui, c'est normal que tu aies des attentes. Tu n'as pas à te sentir mal d'avoir des attentes. Par contre, tu as à te sentir mal si tu es une personne fermée et frustrée que... Tu comprends? C'est plus dans ce sens-là, parce que sinon, moi, je trouve ça correct. Puis en même temps, il faut dire aussi que il y a certaines œuvres dans le corpus autochtone, donc Kitchike, qui sont peut-être... qui détonnent, parce qu'au Québec, oui, il y a beaucoup d'histoires par rapport au territoire, par rapport à... c'est pas Coucoum. Là, moi, ça m'intéresse pas d'écrire Coucoum. Il y a des gens qui le font bien, tu comprends? Pourquoi je referais la même chose? À moins que j'ai une nouvelle idée, quelque chose à dire de plus. Mais si je fais juste réitérer ce qui a été dit, il y a pas... Pour moi, il n'y a pas de but, tu sais. Michel le fait très bien. Carole Labarre le fait de façon extraordinaire aussi. J'ai pas à j'ai pas à refaire quelque chose de ce genre-là. Je trouve que ce serait me faire perdre mon temps. Puis, alors que je pense que ce que je fais, le type d'expérimentation que je fais, personne d'autre le fait. Sinon, un peu J.D. Kirkness, mais qui en même temps n'est pas dans un univers qu'elle développe, mais elle tire un peu dans toutes les directions par rapport à des questions très, très contemporaines, mais très, très pertinentes. Là, donc, voilà, c'est ce que je dirais.
Merci beaucoup, Louis-Carl. Je peux pas m'empêcher de t'amener un petit peu du côté de l'édition. Bien sûr, je pense que c'est le thème aussi. Tu es très fidèle à ton éditeur. Ton éditeur, c'est pas n'importe qui. Ce sont les éditions Anénorac. J'aimerais t'entendre là-dessus, je veux dire, à la fois sur l'importance pour toi de travailler avec Anénorac, si important c'est l'IA, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, et le sens que ça peut avoir aussi bien dans un acte de transmission que pour la communauté. Est-ce que c'est moi qui vois des choses ou pas? Mais j'aimerais t'entendre parler d'Anénorac. Je pense qu'il faut parler d'Anénorac un peu. Oui. Écoute, je te dirais une chose. Moi, pour moi, puis je l'ai dit à tous les nouveaux auteurs, les gens qui commencent un peu dans le métier, puis ça, c'est fondamental. Un éditeur, là, un contrat d'édition, c'est pas un contrat de mariage. Et ça ne doit pas être un contrat de mariage. Même si certains éditeurs le voient comme ça, parce que ils investissent dans un livre. Alors, s'ils investissent dans ta carrière, ils veulent investir à long terme. Oui, je comprends leur point de vue, il est économique. Mais c'est nous qui font vivre les éditeurs, et non pas l'inverse. Et les éditeurs doivent servir le projet. Alors moi, puis j'ai ce discours-là depuis toujours. Je ne suis pas marié à aucun éditeur. Est-ce que quand j'ai un nouveau projet, quel éditeur va servir ce projet-là? Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, j'ai publié chez Mémoire d'Encrier, j'ai publié chez Anénorac, j'ai publié chez Stanquet, parce qu'à chaque fois, c'était l'éditeur qui, en tout cas, du moins au moment où je l'ai fait, correspondait le mieux au projet. Je pensais. Hein, on prend des chances aussi, là, mais avec l'information que j'avais, je me disais c'est l'éditeur qui correspond le mieux au projet. Au début d'Anénorac, quand c'était Jean Sioui, parce qu'Anénorac a été fondé par Jean Sioui, le poète, qui était un mentor pour moi, quelqu'un d'extraordinaire. Je trouve d'ailleurs qu'on parle pas... Bon, tu dis qu'on parle pas d'Anénorac. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de Jean Sioui, surtout. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, et son fils Daniel, qui avait la librairie, ont fondé des éditions. Maintenant, Jean, depuis plusieurs années, s'est retiré. Ça appartient à Daniel et à sa conjointe, Cassandre Sioui, d'ailleurs, qui étudiait ici même à Sherbrooke la littérature. Hein? C'était une de vos étudiantes. Donc, a fait sa maîtrise ici. Et voilà. Alors, moi, Jean, ouais, non, je confonds. Je suis plus sûr si j'ai publié de la paix en jachère en premier ou le mythe Wanda de la création. Mais par exemple, le mythe Wanda de la création que j'ai publié, qui n'est pas une œuvre littéraire au sens que, je veux dire, c'est pas une œuvre de création, c'est une recherche anthropologique, une vulgarisation après pour la réécriture. Mais moi, c'est Jean qui est venu me voir. C'est Jean qui est venu me voir, qui m'a demandé vraiment est-ce que Louis-Carl, il n'y a pas grand monde qui connaît le mythe, en tout cas en détail, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse pour la communauté, pour les enfants, pour les adultes aussi, tu sais, tout ça. Donc, il a sorti son violon, puis finalement, il était quand même assez bon violon parce qu'il m'a convaincu. Je voulais pas faire ça parce que moi, j'étais dans un beat de création. J'avais le goût de créer des choses. J'avais pas le goût de faire de l'anthropologie. Là. J'étais plus à l'école, tu sais. J'étais ailleurs. Mais je l'ai fait parce qu'il y avait raison, dans le fond. Il y avait raison, c'était fondamental. Et en même temps, je suis content de l'avoir fait parce que ça a servi beaucoup dans la communauté. Puis aussi, certains membres du public allochtones m'ont dit que ça les a beaucoup éclairés pour comprendre d'autres de mes œuvres, en fait, parce qu'il n'y avait pas les référents, tu sais, que ce soit autant mes recueils de poésie chez Mémoire d'Encrier, que Yaouin Dara et La forêt des têtes coupées, surtout. Là. J'ai oublié dans mes éditeurs, il y avait Loup de Gouttière, le premier, évidemment, que j'aurais dû nommer. Parce que ça marchait avec Francine Vernac à l'époque, elle était extraordinaire. Elle avait cette volonté-là, bien avant tous les autres, tu sais, de créer une collection autochtone, les Loups rouges. Fait que bref, moi, puis à l'époque, c'était comme, je veux publier pour la première fois. C'est sûr que tu réfléchis moins. Hein? Quand tu as une opportunité, tu y vas. Mais en même temps, moi, publier à côté de Jean Sioui, dans une collection qu'il dirigeait, le livre devait aller là. Pour moi, c'était tout à fait naturel. Ensuite, pour Kitschké, je l'ai offert à Daniel parce que je savais que Daniel était game aussi. Parce qu'il fallait être game pour publier Chronique de Kitschké. Aujourd'hui, bon, la réception était super bonne. Là, c'est facile de dire « Ah, ben oui, c'était évident », mais ça ne l'était pas. Là, parce que justement, on répond pas. Ce livre-là ne répond pas aux critères des fantasmes, là, les horizons d'attente. Là, on était vraiment champ gauche. Puis je pense que c'est ce que Daniel aimait aussi de ça. Tu sais, qu'on parle de questions
politiques, qu'on parle de questions religieuses, qu'on parle des conflits internes des communautés. On n'en parle pas, tu sais, en littérature autochtone. On parle des conflits avec les allochtones, souvent, tu sais. Puis c'est correct, parce que ça existe, ça aussi. Mais justement, moi, j'en parle que très peu, des conflits avec les allochtones dans Kitchike, dans cet univers-là. Je n'en parle que très, très peu. Pas parce que c'est pas bon ou que c'est pas intéressant ou que c'est pas important, mais c'est parce que d'autres le font. Alors, j'essaie de me concentrer sur une autre vision, tu sais. Puis ça donnait que chez Aninnorak, c'était la bonne place pour publier ça. Mais je veux dire, j'ai d'autres projets qui vont aller ailleurs, là, tu sais, puis c'est correct aussi. Il faut que ça serve le projet. Moi, en tout cas, j'ai un conseil à donner là, à des écrivains en herbe. Là. Rappelez-vous que l'éditeur doit servir votre projet. Voilà. Dans le fond, moi, je me demandais, tu dis que ton œuvre est vraiment comme unique, vraiment comme occupe un espace différent de ce que d'autres écrivains autochtones au Québec font. Puis, vraiment, tu distingues par l'unicité et l'originalité de ton œuvre. Comment placerais-tu ton œuvre dans le mouvement plus gros de futurisme autochtone, comme le définit le Grace Dillon? J'ai lu Éveil cet hiver, puis je voyais vraiment des liens un petit peu avec ce mouvement-là. Puis, c'est ça que je trouvais le plus intéressant aussi là, de l'œuvre. Donc, je me demandais qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Je te remercie sincèrement pour ta question. Je dois avouer que c'est extrêmement rare que j'ai ce type de questions-là. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Ben, on en a discuté dans un séminaire, justement, cet hiver sur les littératures autochtones. Alors, c'était de là frais ma à la question. Mémoire. Oui, exactement. Oui, mais je te remercie pour ça parce que c'est ça, c'est des questions moins courantes peut-être, puis plus précises. Oui, bien, écoute, je veux dire, l'idée, c'est pas de me lancer des fleurs en disant que ce que je fais est différent puis un peu champ gauche. L'idée, c'est que c'est ma stratégie parce que je veux pas être la pâle copie de quelqu'un d'autre. En fait, j'aime mieux creuser mon propre terrier. Mais en même temps, je dis ça, puis, tu sais, moi, j'étais un fan de Drew Eden Taylor, de Sherman Alexie et de ce qui se fait au niveau anglophone, là, où l'humour est extrêmement présent, qui est très champ gauche aussi, alors, tu sais, ou de Thompson Highway, tu sais. Donc, je veux dire, l'idée n'est pas de briller par mon originalité. J'ai des influences quand même, là. C'est juste que j'essaie de faire d'autres choses dans l'espace que nous avons ici au Québec, tu sais, en zone, en écriture francophone, disons. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai découvert Dylan il y a quelques années, de Walking the Clouds, justement, et sa théorie un peu par rapport au speculative fiction et tout ça. Puis moi, en fait, ça m'a beaucoup éclairé. Alors, je me suis rendu compte, après coup, tu sais, ou en le faisant, je sais pas, c'est un peu de façon parallèle, mais je pense que j'ai vraiment cette volonté-là. Puis Isabella en parlait tout à l'heure, là, au niveau de la notion du temps, qui est différente. Cette œuvre-là, du moins, cet univers-là, s'inscrit véritablement dans ce qu'elle décrit comme étant le slipstream. À ne pas confondre avec le slipstream anglo-saxon, là, qui ont volé la notion à Weisner, mais en le disant pas, puis en donnant une définition un petit peu différente. Mais vraiment, de la manière que Weisner l'a développé dans les années 70. Donc, oui, pour moi, ça, c'est clair là, que ça s'inscrit là-dedans. Peut-être pour les gens qui seraient moins familiers, c'est vraiment l'idée que dans la tradition autochtone, la conception du temps, elle est différente. Elle est cyclique d'abord, mais c'est aussi que quand tu racontes les histoires, il y a comme leur propre temporalité, puis le temps est conçu comme pouvant être vécu un à côté de l'autre dans la rivière, tu sais, donc il n'est pas nécessairement de façon chronologique tout le temps, là, et ça l'ouvre des portes aussi, donc aux univers parallèles, là, tu sais, parce que les temps se succèdent pas nécessairement, mais peuvent être empilés, disons-le comme ça. Et c'est un peu, dans Hannibal Loup, comme m'a dit là, c'était déjà à cette époque-là ce que je faisais un peu, que j'expérimentais. Puis bien sûr, ça vient dans la façon traditionnelle de concevoir le temps. Tu sais, comme en Wendat, en langue Wendat, par exemple, le temps n'est pas pensé pareil comme en français, en anglais. La temporalité est différente. C'est des probabilités. C'est-à-dire, quand tu es au factuel, ben, si c'est un fait, c'est parce que c'est 100% sûr que c'est arrivé. Tu sais, après, tu as le conditionnel, ben, c'est comme il y a un pourcentage.
Ça pourrait arriver, tu sais. Puis le futur, c'est que t'es pas mal... C'est pas arrivé, mais t'es pas mal sûr que ça va arriver. Tu sais, c'est pas une question de temps. Que tu sois en train de le faire ou que c'est arrivé il y a 1 heure, c'est la même chose. C'est sûr. Tu comprends? C'est certain. Le fait, c'est un fait. Donc, c'est un peu aussi ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'analyse? Ça s'appelle la saignée des possibles. C'est pas pour rien. Hein? Les gens qui ont lu Éveil, dans chacune des nouvelles du roman, par nouvelle, il y a une exploration autour de la notion de pronostic et de probabilité qui est différente. Donc, il y a cette idée-là qui habite ce recueil-là. Puis là, je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais pour moi, oui. Puis j'avais déjà cette approche-là. Puis quand j'ai relu Dylan, c'était comme « Ah, OK, oui. » Là, je comprenais où je m'inscrivais exactement. Puis ça me donnait aussi, tu sais, vraiment, au niveau intellectuel, des notions pour comprendre davantage mon propre travail, tu sais, puis où je m'en allais avec ça, qui, dans ma tête à moi, était plutôt basé justement sur ces notions-là, oui, d'univers parallèle, mais de possibilités, en fait, tu sais. C'est une expérience de l'esprit enracinée dans des théories spéculatives là, de physique quantique et tout. Donc, c'est pas... c'est à la fois c'est très scientifique pour moi. Hein? C'est quelque chose c'est une exploration scientifique. Comme la spiritualité en général, pour moi, est quelque chose de très scientifique aussi. T'sais. Je veux dire, on a des... Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. En fait, je voulais t'entendre sur la place de la littérature de jeunesse aussi, étant donné que le premier livre que tu as publié, c'était Yawandara et La forêt des têtes coupées, qui est un livre jeunesse, une histoire de ton cru aussi. Donc, c'est quoi la place de la littérature de jeunesse? Et aussi, est-ce que tu en as consommé beaucoup? Parce qu'on a parlé aussi avec la présentation d'Ariane de la grande place de la littérature de jeunesse en littérature autochtone. Puis je le vois aussi dans les corpus de littérature autochtone jeunesse sont assez fournis. Donc, voilà. Ouais, ben moi, écoute, Yawandara, La forêt des têtes coupées, c'est une histoire qui s'adonne à être jeunesse plus que... Tu sais, pour moi, c'était pas pour moi, c'était un statement politique, là. C'était un essai politique, Yawandara, La forêt des têtes coupées, là, qui prenait la forme d'un conte. Et souvent, en littérature, hein, qu'est-ce qui est du conte? Conte initiatique, c'est classé dans le jeunesse. J'y avais pas besoin que ce soit trash, cette histoire-là. Tu comprends, ça n'aurait rien amené. C'était pas ça l'idée. Donc, moi, je vivais très bien ce que ce soit mis dans une collection jeunesse, mais c'est un manifeste politique pour enfants, tu sais, quelque part. Mais au départ, c'était pas nécessairement pour enfants. C'était juste une histoire, tu comprends? Ma sous-question aussi, c'était est-ce que c'est intentionnellement une réécriture du Petit Chaperon rouge? Ah, c'est intéressant, ça. Non, mais la forme du conte, j'y étais vraiment avec une forme, disons, plus traditionnelle du conte pour réussir, parce qu'elle me permet... Parce que la forme étant relativement connue et standardisée, les gens s'attendent à avoir... ça permettait de faire passer, je pense, le message plus facilement, de façon plus naturelle. Donc, non, c'était pas l'idée du chaperon rouge qui m'habitait au départ, mais vraiment... ce que je constatais, l'éloignement des traditions puis notre philosophie politique dans la communauté, que ça nous menait à une disparition assurée au niveau culturel, social. Donc, c'était ça qui a motivé Yawandara et La forêt des têtes coupées. Fait que c'est drôle à dire, mais comme tombé dans une collection jeunesse par inadvertance, parce que j'écris ça au cercle d'écriture... Jean-Louis était là avec nous, c'était son idée. C'était lui qui était venu me voir au centre culturel pour qu'on démarre le cercle d'écriture. Moi, j'étais un fonctionnaire. J'ai juste été chercher les sous, puis ouvrir la porte, puis j'ai assisté. Puis c'est là que je me suis remis à écrire. J'ai écrit cette histoire-là la première fois. Le premier exercice qu'on a eu avec Sylvie Nicolas, c'était ça. C'est la première page et demie du livre où... Elle a tel quel, c'était le premier exercice. Cette histoire-là m'attendait, tu sais. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'est une histoire pour enfants. Là. C'était juste une histoire, tu vois. C'est un conte. Après, pour ce qui a trait à la littérature autochtone, moi, je continue à croire qu'il y a très peu de littérature autochtone jeunesse publiée en français au Québec. Il y a beaucoup de traductions. Il y a beaucoup d'allochtones qui ont fait des histoires sur les Autochtones.
comme ils font des histoires sur les animaux, sur le paysage, et beaucoup, malheureusement, d'exotisme encore et de fausses représentations. Je continue à croire qu'on doit en faire plus, écrite par les différentes nations pour représenter de façon plus fidèle les différentes nations. Pour moi, ça, c'est fondamental. Trop souvent, je vois des légendes Wendat ou des extraits du mythe Wendat repris par des Québécois, très souvent par des Français, où on déforme le sens profond de nos légendes. Je trouve ça extrêmement irrespectueux. Encore là, pour moi, ça, c'est une forme d'extractivisme. De venir piller. On pille les territoires, mais on pille les cultures aussi. Et on pille les histoires et on a entendu, c'est René, je pense, qui nous a parlé hier de cytogenèse, là, que je trouvais le concept intéressant de dire que, à force de répéter quelque chose via les internets puis via Wikipédia, des articles, tout ça, qu'il y a un système de citation qui crée quelque chose, là, ben, ou on peut juste revenir à Weisner, encore une fois, parler des manières manifestes, là, des manifest manners, finalement, qui sont toutes ces croyances-là occidentales répétées sur les Autochtones qui deviennent une forme de réalité, d'attente, de matérialité, alors que c'est des faussetés, c'est de l'orientalisme. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup de ça en littérature jeunesse. Et après ça, on se demande pourquoi que les adultes au Québec ne connaissent pas les Premières Nations ou ont des attentes irréalistes ou faussées. Bien, on leur a raconté toutes sortes. Puis c'est pas juste au Québec, hein. Je veux dire, c'est en Amérique du Nord puis dans le monde entier, là. Je dis au Québec parce qu'on parle de littérature francophone, mais je veux dire... la version de Hiawatha de Disney, c'est pas Hiawatha, là, tu sais, on s'entend, là, puis... Mais moi, je trouve ça encore terrible. Au niveau de la représentation, je trouve qu'en 2024, qu'on voit encore les BD comme Yakari, produits en France, le petit Indien, je veux dire, c'est fou, là. Puis les gens disent « Ah, mais on peut-tu faire ça? » Bien, je me pose la question, je dis, bien, le feriez-vous avec Ubermano, le petit juif? Non, tu le ferais pas. Tu sais, tu le ferais pas. Bien, si tu le ferais pas, bien, fais-le pas ou pour un petit noir. Tu sais, pourquoi tu le fais pour un petit Indien? Bien, parce que depuis 1904, depuis Peter Pan, on s'entend, les Indiens, ça n'existe pas, ça appartient au passé. C'est le pays imaginaire. Hein? C'est ça, Peter Pan. Les Indiens appartiennent au pays imaginaire. Donc, ça dédouane les créateurs occidentaux de raconter n'importe quoi, parce que c'est pas vrai, ce pays imaginaire. Mais je reviens à ce qu'on discutait hier par rapport à la responsabilité de bienveillance. Tu sais, il y a ça aussi. Penser aux conséquences de tes actions. On peut en parler au niveau de chercheurs, au niveau de l'édition, on peut parler au niveau de la création aussi. Il y a toujours des implications. On ne peut pas tout prévoir, bien sûr. Bien sûr, notre monde est complexe. C'est une question de probabilité puis de pronostic. Il faut au moins les évaluer. C'est un beau mot pour la fin. Louis-Carl, on te remercie énormément d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir partagé. La discussion peut se poursuivre pendant le dîner, je pense. Cet épisode de Balado hors série vous a été présenté par Quahiatonk et Hydro-Québec avec le soutien financier du Conseil des arts du Canada. Le colloque Livres et imprimés autochtones au Québec, édition, réception, traduction, a été organisé par le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec et Quahiatonk avec le soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Animation, Isabella Huberman. Auteur invité, Louis-Carl Picard-Sioui. Technicien de salle, Ismaël Chagnon. Musique et montage, Marc Vallée.